Une histoire d'amour devenue cauchemar, une femme trahie, humiliée, poussée à bout et un dénouement sanglant qui a choqué toute l'Amérique. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'une des affaires criminelles les plus controversées des États-Unis, celle de Betty Broderick, une mère de famille modèle qui a tout sacrifié pour la réussite professionnelle de son mari, devenue ensuite une meurtrière froide et calculatrice après que ce dernier ne l'ait quittée pour une femme plus belle, plus jeune. L'affaire Betty Broderick divise toujours plus de 30 ans après les faits. Beaucoup se demandent encore qui est la vraie victime dans cette tragédie. Betty qui a été abandonnée, traînée dans la boue, ou son ex-mari et sa nouvelle épouse. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur les rouages de ce drame familial. Un drame annoncé. Le 5 novembre 1989 à San Diego en Californie, non loin de la frontière avec le Mexique. C'est l'aube, Betty prend sa voiture et se rend au 1041 Cypress Avenue dans le quartier de Marston Hills à San Diego. Là où habitent Dan, son ex-mari, et sa nouvelle épouse, Linda. Pour entrer, pas besoin de forcer la porte puisqu'elle détient les clés de la maison, des clés qu'elle a subtilisées un peu plus tôt dans les affaires de sa fille, Kim. Armée de son revolver Smith & Wesson de calibre 38, acheté quelques mois plus tôt, elle s'introduit discrètement dans le domicile sans un bruit pour éviter de réveiller les occupants de la maison. Sur la pointe des pieds, elle monte les escaliers et se dirige directement vers la chambre parentale. Betty est déterminée, elle sait ce qu'elle a à faire, et sans aucune hésitation, elle entre dans la chambre et débranche le téléphone fixe. Il est alors 5h30 et 5 bruits assourdissants de tirs à l'arme à feu sont entendus dans le voisinage. Betty vient de tirer 2 balles sur Linda, une en pleine tête et une sur la poitrine. Elle est morte sur le coup. Dan, lui, meurt plus lentement. Il se vide de son sang après avoir reçu une balle dans la poitrine qui lui a perforé le poumon droit pendant qu'il tentait d'attraper le téléphone pour alerter les secours. Dan, 44 ans, et sa compagne Linda, 28 ans, sont morts dans des circonstances dramatiques alors qu'ils étaient en train de dormir paisiblement. Ils viennent en fait de subir la vengeance ultime de Betty, l'ex-femme bafouée. Après les meurtres, Betty se rend aux autorités et endosse pleinement la responsabilité de ses crimes. Vous allez le voir, l'affaire Betty Broderick, c'est l'histoire d'un drame annoncé, une succession d'événements qui font monter la pression entre Dan et Betty et qui aboutit à une issue fatale qui était presque prédictible. Dans cette affaire, c'était presque sûr qu'il y allait avoir des morts. Pour comprendre comment on a pu arriver à un tel degré d'animosité entre les deux ex-époux, retournons en arrière pour voir comment a évolué la relation entre Betty et Dan pour prendre une tournure si chaotique. Un beau mariage, un divorce catastrophique. Elizabeth Anne Biseglia, surnommée Betty, voit le jour le 7 novembre 1947. Elle vit et grandit dans le comté de Westchester, dans la banlieue de New York. Ses parents, Marita et Frank, des catholiques très pratiquants, possèdent une entreprise de plâtrage qui marche plutôt bien. La famille est aisée financièrement. Betty est élevée dans la foi chrétienne et ses parents lui inculquent des valeurs traditionnelles selon lesquelles, une fois mariée, une bonne épouse doit rester au foyer pour s'occuper de son mari et ses enfants, et des valeurs selon lesquelles le divorce est très mal perçu. Quand on épouse quelqu'un, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle fait toute sa scolarité dans des établissements privés catholiques et obtient en 1965 un diplôme dans le domaine de la petite enfance au College of Mount St. Vincent dans le Bronx. Et la même année, à l'âge de 18 ans, au cours d'un bal universitaire, elle rencontre celui qui par la suite deviendra son mari, Daniel Broderick, 3e du nom, que tout le monde surnomme Dan et que je vais appeler ainsi. Dan, c'est un jeune homme beau et ambitieux
un étudiant en médecine qui partage les mêmes visions de la vie que Betty, ainsi que la même foi catholique. Donc, on a deux personnes qui a priori semblent s'être bien trouvées. En 1969, 4 ans après leur première rencontre, le couple se marie. Leurs débuts dans la vie de famille sont compliqués. Dan est un étudiant sans le sou et Betty cumule des emplois alimentaires pour subvenir à leurs besoins. Ils ont 4 enfants, 2 filles, Kim et Lee, ainsi que 2 garçons, Dan Jr. et Rhett, et un 5e enfant qui décède quelques jours à peine après sa naissance et dont le prénom n'a jamais été divulgué. À la naissance de Kim, leur premier enfant, il faut dire que le couple n'a tellement pas les moyens financiers que les premiers mois après la naissance de l'enfant, c'est un tiroir de commode qui fait office de berceau. Financièrement, c'est compliqué pour le couple, mais ils tiennent bon parce que, je le rappelle, Dan fait des études de médecine. Aux États-Unis, les médecins ont des honoraires assez élevés et donc ils galèrent dans l'optique que dans quelques années, ils vont pouvoir vivre la belle vie. Et lorsque Dan termine enfin ses études de médecine à la Cornell School of Medicine, il décide de poursuivre ses études dans une autre direction, le droit, afin d'avoir 2 diplômes et devenir un médecin et avocat spécialisé en faute professionnelle médicale, un domaine particulièrement lucratif. Betty continue à le soutenir sans faille. Il s'inscrit donc à la prestigieuse université d'Harvard. À la fin de son cursus, il trouve un emploi à San Diego, en Californie, dans l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de la ville, alors toute la famille déménage là-bas. C'est le jackpot. Dan gagne très bien sa vie puisqu'il déclare des millions de dollars de revenus annuels. Il devient aussi une petite célébrité locale, ce brillant avocat que tout le monde admire et respecte et qui gagne beaucoup de procès. Le couple, qui autrefois était presque pauvre, s'achète désormais une luxueuse maison à La Jolla, un quartier chic de San Diego en bord de mer. Il fréquente les country clubs, le genre d'endroit où les riches restent entre eux pour faire des activités de riches. Les Broderick vont régulièrement en vacances, au ski ou alors en Europe. Ils achètent plusieurs voitures et même un bateau. Les enfants étudient dans les meilleures écoles privées, le temps où ils avaient du mal à boucler les fins de mois est définitivement révolu. Vous le voyez, la famille Broderick, c'est en apparence le type de famille américaine idéale qu'on peut voir dans les films. Un couple à la fois uni, une magnifique maison, des enfants tout beaux tout propres, un père qui exerce un métier très lucratif et une mère qui reste à la maison, qui est aux petits soins de sa famille et qui s'occupe du foyer. Une épouse parfaite, toujours tirée à 4 épingles et vêtue de vêtements de grands créateurs. Cette image de la famille idéale perdure pendant 13 ans. En réalité, ce n'est qu'une apparence, parce que durant ces longues années de mariage, il faut savoir que le couple se dispute de plus en plus. Betty menace régulièrement Dan de le quitter car il travaille énormément et passe peu de temps avec sa famille, c'est le revers de la médaille. Et les choses se dégradent définitivement en 1982, où l'arrivée d'une autre femme dans l'entourage du mari change le cours de l'histoire. Cette année-là, Dan, submergé par le travail, embauche une certaine Linda Kolkena pour le poste d'assistante juridique dans son cabinet d'avocat. Linda est une sublime néerlandaise de 21 ans, ancienne hôtesse de l'air, qui n'a jamais étudié le droit, mais il décèle en elle du potentiel. C'est une femme rigoureuse, organisée, et elle aide beaucoup Dan dans son travail. Et Dan passe plus de temps avec elle que chez lui. Dès lors, le comportement de Dan change petit à petit. Lui qui déjà ne s'entendait plus trop avec sa femme est de plus en plus distant avec elle. Mais il semble tout de même épanoui. Chaque matin, il a hâte d'aller au boulot. La vérité, vous l'avez sûrement compris, c'est que depuis quelque temps, Dan entretient une relation extra-conjugale avec sa jeune assistante Linda. Et Betty, le remarque, surprise des changements dans le comportement de son époux, elle a rapidement des soupçons. Soupçons qui seront confirmés 3 ans plus tard quand elle se rend à son bureau pour lui faire une surprise et qu'on lui dit que Dan n'est pas là. Il est sorti avec Linda pour passer la journée avec elle. Betty, furieuse alors, rentre à la maison. Elle réunit les affaires de Dan et commence à les brûler devant les regards médusés de ses enfants. Le soir, quand ce dernier rentre à la maison, elle refuse de le laisser entrer
Le couple se déchire et ce n'est plus un secret pour personne. Dan demande alors le divorce pour se mettre officiellement en couple avec Linda, sa maîtresse de 17 ans, sa cadette. Le mari quitte le domicile familial et s'installe avec Linda dans une autre maison, toujours à San Diego. La procédure de divorce est longue et éprouvante pour les deux époux. Rappelez-vous, Dan est avocat, alors nul doute que c'est un avantage de taille pour la procédure de divorce parce qu'il connaît les rouages du système judiciaire et il compte bien en profiter. Si de nos jours, certains divorces se déroulent dans le calme, sans ressentiment ni conflit, et que certains ex-époux se quittent en bons termes, concernant la procédure qui oppose Daniel et Betty, je crois qu'on peut dire sans détour que c'est vraiment une bataille juridique. Dan, connu et réputé dans la région, en profite pour mettre des bâtons dans les roues de Betty. Effectivement, il passe le mot à ses confrères avocats pour qu'ils refusent de représenter Betty pour le divorce. Pendant 4 ans, les époux s'affrontent sur les sujets houleux de l'argent, la maison et les enfants. Et finalement, Betty perd la garde de ses enfants et il faut dire qu'il y a eu plusieurs incidents qui n'ont pas joué en sa faveur. Alors que le couple était séparé mais pas officiellement divorcé, Betty, en colère, a un jour abandonné ses enfants devant le domicile de Dan alors qu'il n'était pas chez lui, puis est partie, laissant ses enfants seuls et livrés à eux-mêmes. Et pendant toute cette procédure de divorce, Betty devient de plus en plus impulsive, incontrôlable et ça dégénère à chaque fois. Son ex-mari subit plusieurs actes malveillants de sa part. Elle lui laisse des centaines de messages obscènes sur le répondeur de son téléphone, des menaces de mort, et fait même volontairement cracher sa voiture contre la porte de la maison de Dan, alors même que ses propres enfants étaient à l'intérieur. Et elle ne s'arrête pas là. À 2 reprises, Betty s'introduit par effraction chez Dan pour vandaliser l'intérieur de la maison. Elle tague avec des bombes de peinture les murs, elle casse les miroirs, les vitres. Avec tout ça, Betty fait l'objet d'ordonnances restrictives temporaires. Elle a l'interdiction d'approcher son ex-mari et sa nouvelle épouse Linda. Mais Betty ne respecte pas cette ordonnance. Elle continue de les poursuivre et de les harceler encore et encore. Dan, lui, riposte. Il parvient à faire brièvement interner Betty en hôpital psychiatrique pour ses problèmes de gestion de la colère et il réussit même à la faire mettre quelque temps derrière les barreaux. Betty, celle qui a sacrifié son propre avenir professionnel pour l'ascension de son mari et l'éducation de ses enfants, devient instable psychologiquement. Elle se sent humiliée, rejetée, trahie et plus que tout, elle est en colère. Et sa colère ne fait que grandir encore et encore à mesure qu'elle voit que Dan est heureux et qu'il tourne la page avec une autre. Parce qu'il faut dire que pour lui, les choses se passent plutôt bien. Il a la garde de ses enfants, il vit donc avec eux, dans une grande maison, il épouse Linda en 1989, juste après son divorce avec Betty. Et pour que vous vous rendiez compte de la situation, à quel point elle est grave, dites-vous que le jour de leur mariage, Linda et Dan étaient tellement sous tension, ils craignaient que Betty débarque à la fête pour semer la zizanie, voire pire, au point que Dan a porté un gilet pare-balles ce jour-là. En tout cas, Dan, comme je vous l'ai dit, se remarie, il poursuit sa belle carrière professionnelle, l'argent continue à couler à flot. Ça rend Betty folle de rage, car elle a l'impression qu'on lui a volé ce bonheur qui lui était dû après tous les sacrifices qu'elle a fait au cours de ses 16 années de mariage. Quand je parle de sacrifices, ça peut paraître exagéré dit comme ça, mais il faut bien replacer les choses dans leur contexte. Betty a rencontré Dan alors qu'il n'était qu'un jeune étudiant fauché. Ils ont rapidement eu des enfants, Betty a mis fin à ses études pour s'occuper des enfants, pour permettre à Dan de continuer à étudier. Elle occupait des emplois difficiles et sous-payés pour subvenir aux besoins de sa famille et pour permettre à monsieur de poursuivre ses études sereinement sans avoir à se soucier de l'argent. Elle l'a soutenu, l'a aidé à rembourser son prêt étudiant, l'a aidé à faire ses recherches à la bibliothèque pour ses cours. Je vous rappelle, pas d'internet à l'époque. Elle l'a aidé à taper ses cours à la machine à écrire. Elle a été en fait son bras droit. Elle était, si on veut, la femme de l'ombre. Et peut-être que Dan ne serait jamais arrivé là où il en est dans sa carrière professionnelle sans elle. Et une fois qu'est venu le temps de récolter les fruits de ce dur labeur, son mari se dégote une jolie jeune femme plus fraîche et plus belle. Une femme qui profite de la belle vie avec Dan,
sans avoir galéré avant. Je pense qu'on peut, si on se met à la place de Betty, comprendre sa colère et sa frustration. C'est une situation qui, je pense, serait difficile à vivre pour n'importe quelle épouse bafouée. Mais ce qui est problématique avec Betty, c'est que déjà, elle ne se rend pas compte que leur mariage était en train de couler, c'est-à-dire que quand Dan se met en couple avec Linda, le couple va déjà mal. Ce n'est pas Linda qui a causé la rupture entre Dan et Betty. Et puis, ce qui est problématique aussi, c'est qu'au lieu de tourner la page, d'essayer d'aller de l'avant, Betty est restée bloquée dans le passé. Et honnêtement, elle avait de quoi avancer dans la vie puisque elle a quand même signé un accord avec son ex-mari qui lui octroie une rente de 16 000 $ mensuels, une somme conséquente pour se remettre en selle. Mais Betty n'est pas de celle qui s'avoue vaincue. Au lieu de passer à autre chose, elle préfère laisser monter la mayonnaise. De la colère, de la rage, de la haine, tout est réuni chez elle pour que ça devienne un cocktail explosif. D'autant plus que Dan et Linda sont aussi dans la provocation. Il faut dire que ça vient des deux côtés. Entre Dan, qui a tout fait grâce à son influence pour empêcher Betty de se trouver un bon avocat, et Linda qui nargue Betty en lui lançant des piques, en lui envoyant par exemple après le mariage des publicités de soins pour le visage et de cures d'amaigrissement, juste pour faire de la provocation parce que Betty, avec tous ses problèmes de procédure de divorce, avait pris beaucoup de poids. On a aussi Linda qui refuse de restituer à Betty sa porcelaine de mariage, une vaisselle à laquelle elle tenait énormément et dont Linda n'avait nullement besoin. On a Dan aussi qui temporairement refuse de verser la rente à Betty. Enfin bref, vous voyez, toutes ces piques qui viennent de part et d'autre n'arrangent pas la situation. Coupable ou non coupable? L'affaire Betty Broderick fait l'objet de beaucoup de débats dans la société américaine dans les années 80. Ça peut vous surprendre, mais Betty est soutenue par de nombreuses personnes, surtout des femmes, qui la voient comme une martyre, qui après avoir été humiliée à maintes reprises, qui poussée à bout n'a eu d'autre choix que de se défendre. Pour d'autres, elle est considérée ni plus ni moins comme une meurtrière, une femme sans pitié qui n'a pas hésité à assassiner de sang-froid son ex-mari infidèle et sa nouvelle épouse, sa rivale, celle pour qui son époux l'a quittée. Si la tromperie, on est d'accord, est un acte immoral, Dan aurait pu quitter d'abord Betty avant de se mettre avec Linda, elle ne justifie en aucun cas de recourir au meurtre. C'est dans ce contexte où les avis sont mitigés que s'ouvre le procès de Betty Broderick en 1990 et elle plaide non coupable. Il faut savoir que ses deux filles aînées, Lee et Kim, témoignent contre elle au procès parce qu'elles veulent obtenir justice pour leur père Dan. Au tribunal, l'avocat de la défense tente d'attiser la sympathie du jury envers Betty, en dressant d'elle le portrait d'une femme battue, abusée physiquement et psychologiquement par Dan pendant leurs années de mariage. Pour l'accusation, c'est faux. Betty n'a jamais été battue ni maltraitée par son mari. Le débat se concentre aussi sur le profil psychologique de Betty Broderick. 3 psychiatres se succèdent à la barre et sont unanimes sur le fait que Betty est une femme narcissique et qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité histrionique. Selon le DSM-5, le manuel de référence qui recense et décrit l'ensemble des troubles mentaux, le trouble de la personnalité histrionique se caractérise par un besoin perpétuel et exagéré d'attirer l'attention en usant de la séduction ou de la provocation. Une personne narcissique, quant à elle, se caractérise, je cite, par une tendance omniprésente à la grandiloquence, au besoin d'adulation et au manque d'empathie. Et j'ai trouvé dans les symptômes décrits dans le DSM-5 une phrase qui, à mon sens, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, représente bien l'état d'esprit de Betty. Les personnes souffrant de troubles narcissiques sont sensibles et gênées par les critiques des autres et par l'échec. Ils se sentent alors humiliés et mis en échec. Ils peuvent réagir par la fureur ou le mépris ou violemment contre-attaquer. Et c'est bien ce qu'a fait Betty. Elle a surréagi de façon extrêmement violente. Donc vous voyez, grâce aux spécialistes, on cerne mieux la personnalité troublée de Betty. Mais il reste un dernier point qui sème la discorde au sein des membres du jury. Pendant le procès, Betty explique qu'elle n'avait nullement l'intention de tuer Dan et Linda quand elle s'est rendue chez eux le soir du drame. Elle voulait juste leur parler, mais la situation aurait malencontreusement dégénéré.
Linda se serait emportée et l'aurait menacé d'appeler la police. Sous le coup de la panique, Betty aurait alors accidentellement tiré sur Linda, puis s'en serait prise à Dan. Une explication que moi je trouve improbable. Je veux dire, qui s'introduit par effraction chez les gens à 5 heures du matin avec un revolver, juste pour parler, ça n'a pas de sens. Et même si c'était le cas, on peut comprendre aussi la réaction de Dan et Linda, qui se font réveiller par une folle furieuse qui tient un revolver dans les mains. Quoi qu'il en soit, avec cette explication, on a 2 membres du jury qui semblent y croire et qui veulent condamner Betty pour un double homicide involontaire. Mais le problème, c'est que les 10 autres membres du jury ne sont pas d'accord. Pour eux, il s'agit bel et bien d'homicide volontaire. L'accusé est venu chez Linda et Dan avec un revolver entre les mains. C'est ainsi que le jury se trouve dans une impasse et ne parvient pas à un verdict unanime. Le procès est annulé. 1 an plus tard, Betty est donc jugée une 2e fois. Le 11 décembre 1991, elle est déclarée coupable des 2 meurtres au second degré et condamnée à une peine de prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 32 ans, soit 15 ans pour le meurtre de Dan, 15 ans pour celui de Linda et de façon plus anecdotique, 2 ans pour usage illégal d'armes à feu. Derrière les barreaux, elle n'hésite pas à donner des interviews dans les médias télévisés ou les magazines. Elle assume volontiers les faits, mais trouve toujours le moyen de justifier les meurtres en les décrivant comme un acte de légitime défense désespéré. À ce jour, Betty, 78 ans, est toujours incarcérée dans une prison pour femmes, la California Institute for Women de Los Angeles. Elle a fait plusieurs demandes de libération conditionnelle en janvier 2010, en novembre 2011 et en janvier 2017, mais à chaque fois ces demandes ont été rejetées car même des années après les faits, devant la commission de libération conditionnelle, elle ne montre toujours aucun remords vis-à-vis des meurtres qu'elle a commis. Pour l'instant, elle reste derrière les barreaux, au moins jusqu'en janvier 2032, date à laquelle elle sera de nouveau autorisée à faire une demande de libération conditionnelle si elle ne décède pas avant en détention parce qu'elle sera quand même beaucoup plus âgée. Si vous êtes intéressé par cette affaire hors norme, sachez qu'il y a une série qui parle de cette histoire. Plus précisément la saison 2 de la série Dirty John que vous pouvez voir sur Netflix. Bon, c'est une série, donc forcément c'est un peu romancé, mais pour l'avoir regardée il y a quelques années, je peux vous dire qu'elle est quand même assez fidèle à la réalité. Et je trouve que l'actrice Amanda Pitt, qui joue le rôle de Betty, incarne parfaitement la personnalité tourmentée de cette mère de famille et la façon dont elle sombre peu à peu dans une détresse psychologique qui va lui faire prendre les pires décisions. Il y a aussi un téléfilm de 1992, Le crime de Betty Broderick, que vous pouvez trouver sur YouTube. Alors, je ne l'ai pas regardé, je l'ai découvert en faisant mes recherches pour écrire ce script, mais je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans le cas où vous souhaiteriez en savoir plus sur Betty Broderick, mais du point de vue de la coupable, sachez aussi que la tueuse a publié ses mémoires en 2015, un ouvrage intitulé Telling on Myself, qu'on peut traduire par Parler de moi ou Me raconter. Un livre de 248 pages où elle explique sa version de l'histoire. J'ai trouvé sur internet un site où j'ai pu feuilleter les premières pages de cet ouvrage et j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que sur la première page, on a une grande photo de Betty. Bon, jusque-là, ça va. Mais juste à côté, sur la page 2, il y a une grande photo aussi de Dan. J'ai trouvé ça pas très respectueux parce que je ne suis pas sûre que Dan aurait apprécié apparaître en grand dans un livre écrit par sa tueuse. Et franchement, j'espère vraiment qu'elle ne touche pas un centime des bénéfices de la vente du livre, autrement ce serait scandaleux. Je vais vous lire une partie du synopsis pour ceux que ça intéresse. Parce que ça peut toujours être intéressant d'avoir les 2 côtés de l'histoire. Que faire quand on a lutté loyalement pendant des années aux côtés de son mari, vécu des difficultés financières tout en élevant ses enfants ensemble, quasi seul, œuvrant pour la prospérité que l'on entrevoit pour tous, et qu'on découvre finalement que le mari commet l'adultère et envisage de vous quitter. Pire encore, il nie agressivement sa liaison, vous traite de folle devant vous et tous vos proches, tout en complotant pour repartir avec tout ce que vous avez gagné si durement et renaître dans une nouvelle vie avec une jeune femme éblouissante, aussi belle que vous l'étiez autrefois, qui profitera de tout ce dans quoi vous avez investi. Votre sécurité financière, votre vie de famille et même vos enfants.
Pire encore, c'est un avocat notoirement dur, bien décidé à vous écraser par tous les moyens, à vous effacer de sa vie, à vous réduire à néant pour pouvoir passer à autre chose comme si vous n'aviez jamais existé. Le harcèlement incessant de Daniel Broderick, troisième du nom, envers Betty sa femme, abandonnée, la rendit de plus en plus folle, tandis que lui et sa petite amie, alors seconde épouse Linda Kolkena Broderick, accentuaient la pression, jusqu'au jour où le 5 novembre 1989, à bout de nerfs et croyant agir en état de légitime défense, elle les affronta au petit matin et, prise de panique, les tua tous les deux. De nombreux témoins ont absous Betty pour son acte. Nombre d'entre eux l'admiraient même, surtout s'ils avaient subi le même sort. Un juré, à son procès, s'est ouvertement demandé pourquoi elle avait mis autant de temps à tuer Dan sous une provocation aussi extrême. Aujourd'hui, 25 ans après avoir purgé une peine de 32 ans de prison à perpétuité pour le meurtre de Dan et Linda Broderick, Betty a décidé à contre-cœur de donner son récit personnel de ce qui a conduit à ce jour fatal et fatidique où leurs 3 avenirs ont pris fin brutalement et violemment. Voilà pour le synopsis du livre. Me concernant, je trouve que la condamnation de Betty Broderick est amplement méritée. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je n'arrive pas à comprendre qu'elle ait suscité autant de sympathie dans l'opinion publique. Parce que pour moi, elle reste une meurtrière de sang-froid. Je ne dis pas qu'elle n'a pas souffert de se faire dépouiller de ses biens, de se faire jeter comme une vieille chaussette par son mari. Je conçois que Linda et Dan n'étaient pas tout blancs non plus. Il y a eu des provocations de part et d'autre dans ce conflit, mais ça ne justifie en rien de les tuer. Betty aurait très bien pu passer à autre chose après le divorce. Essayer de se reconstruire et oublier son ex-mari. Il faut savoir qu'au moment des meurtres, elle percevait chaque mois 16 000 $ de la part de Dan, selon les termes de leur divorce. Elle avait aussi rencontré un autre homme. Quand on y réfléchit, elle aurait pu vraiment continuer à vivre dans de bonnes conditions. Elle aurait pu reprendre le travail pour retrouver déjà une vie sociale, puisqu'elle a un diplôme dans la petite enfance. Elle aurait pu déménager dans une autre ville, pas trop loin pour pouvoir continuer à avoir ses enfants, mais assez loin pour oublier Dan et ses petites manigances. Et puis honnêtement, avec 16 000 $ par mois, elle aurait été bien lotie. Elle aurait eu suffisamment d'argent pour vivre très confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Mais au lieu de ça, Betty a fait le choix du chaos et maintenant elle le paie cher puisqu'elle est en prison. Une dernière chose, je remarque que Betty a été érigée au rang de martyr par certaines femmes qui se reconnaissent dans son histoire. Une séparation n'est jamais chose facile, on est d'accord. Mais juste, imaginez ne serait-ce qu'un instant si la situation était inversée. Si c'était Betty qui avait quitté Dan et qui avait refait sa vie avec un autre homme, et que Dan l'aurait menacée, aurait embouti son véhicule dans la maison de Betty, que Dan serait rentré chez elle un soir pour la tuer. Là, je suis quasiment sûre que la société n'aurait pas vu cette affaire sous le même jour. On aurait crié au harcèlement et au féminicide. Peut-être même que Dan aurait été condamné pour meurtre au premier degré et aurait écopé de la peine capitale. Alors pourquoi, parce que c'est une femme qui a commis le crime, dans cette affaire on a tendance à lui chercher des circonstances atténuantes, comme si elle était cette petite chose fragile qui a été poussée à bout et qui a craqué et commis l'irréparable. Mais si le tueur était un homme, ça n'aurait été qu'un sale type égoïste qui n'a pas supporté d'être reconduit. Pour moi, un meurtre est un meurtre, quelle que soit la personne qui l'a commis. Là, il n'y a aucune notion de légitime défense. Betty n'était pas en danger direct, elle n'avait pas à tuer Dan et Linda, même si elle est détestée au plus haut point. Voilà mon avis sur la question. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas. L'espace commentaire est fait pour ça. C'en est fini pour l'histoire du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve samedi prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes, à bientôt.